Bonjour à tous, dans la série des Rois sans couronne, aujourd'hui je vais vous parler de Frank Marshall, qui est né en 1877 et qui est mort en 1944. Alors c'est un joueur américain, un grand maître américain de premier plan et qu'on retrouve dans toute la période Alekhine, Capablanca, Lasker, toute cette période des grands noms des échecs mondiaux. C'est un roi sans couronne puisque c'est un candidat malheureux au titre mondial, on y reviendra. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup œuvré à la fois pour le développement des échecs, en créant des clubs d'échecs, en commentant des parties, en faisant avancer la théorie, en publiant beaucoup. Et c'est surtout quelqu'un qui a une carrière très longue dans le top niveau, puisque en fait il est champion des États-Unis en 1904, une première fois, mais il refuse le titre, puisque Pillsbury, qui était son rival et le principal, on va dire, opposant pour le titre, était malade, il allait mourir 2 ans plus tard, et Marshall, qui était connu pour être un gentleman, refuse d'accepter le titre de champion des États-Unis. Et il n'acceptera qu'en 1909, donc en Pillsbury, 3 ans après la mort de Pillsbury. Et il va garder ce titre pendant 27 ans. Et il va même représenter les États-Unis jusqu'à très tard, puisque dans les années 30, on le retrouve à la tête de l'équipe pour les Olympiades des États-Unis. C'était aussi donc, comme je disais, un joueur qui a ouvert un club d'échecs à New York auquel se rendait Marcel Duchamp, notamment parmi les grands noms, et tous les grands maîtres de l'époque. Et voilà, c'était quelqu'un qui était dans un bouillonnement permanent autour du jeu d'échecs. Et si on se penche maintenant sur son style, c'est aussi un joueur qui est particulier puisque c'est un peu le dernier des romantiques, c'est-à-dire qu'on est après la période du siècle précédent des romantiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le style romantique, c'est tout pour l'attaque, sacrifier le matériel. C'est vraiment pas un jeu de comptable, c'est une approche du jeu où on balance tout ce qu'on a pour attaquer le roi de l'adversaire. Et c'est des parties où aujourd'hui, si on les passe à l'ordinateur, on les passe dans Stockfish par exemple, qui a une approche beaucoup plus comptable du jeu et beaucoup plus terre à terre, c'est des parties qui survivent mal quoi, à la modernité, quoi. Mais lui avait un style de jeu encore un peu comme ça, très agressif, et donc il s'est retrouvé dans une opposition de style face à Lasker, face à Capablanca, qui étaient des joueurs déjà assez terre à terre, qui comprenaient peut-être mieux le jeu stratégique et positionnel. Il avait beaucoup de mal à générer de l'attaque contre ces joueurs-là, et ça explique peut-être le score catastrophique qu'il a contre ces joueurs-là, où contre Lasker, il a disputé un match de championnat du monde où il s'est fait massacrer, avec seulement une victoire et 8 défaites. C'est vraiment dur quand on arrive à ce niveau-là de la compétition. Et contre Capablanca, en individuel, il avait aussi un style qui lui posait énormément de problèmes. Il s'est fait massacrer aussi, si on regarde le score individuel face à Capablanca. Mais c'est un joueur qui est intéressant puisqu'il a toujours cherché à dépasser ces blocages-là. Il a fait avancer la théorie, il a créé ce qu'on appelle le Gambit Marshall avec les Noirs contre l'Espagnol, que vous trouvez encore aujourd'hui dans les tournois de top niveau. Les joueurs avec les Noirs qui ne veulent pas jouer la berlinoise, qui veulent jouer pour le gain et qui veulent essayer de faire quelque chose avec les pièces noires, ils peuvent jouer ce gambit-là qui pose beaucoup de problèmes aux blancs en pratique. Mais pour la petite histoire, quand il est arrivé après des années de préparation contre Capablanca pour lui jouer son gambit maison, il n'a pas réussi pendant la partie à prendre l'avantage et il a perdu en une trentaine de coups. Et voilà, ça fait partie du charme de ce personnage-là. Il y a un côté un peu tragique, un côté qui moi, me pousse à l'intégrer dans cette série des Rois sans couronne. Pour finir, je vais vous montrer une partie qu'il a jouée contre Lewicki, qui est un grand maître polonais. C'est une partie qui est rentrée dans la légende puisqu'ils ont disputé cette partie en Pologne en 1912. Et c'est une partie qui est connue comme le Gold Coin Game, puisque il paraîtrait, d'après la légende, que le public autour de l'échiquier aurait lancé sur des pièces d'or sur l'échiquier, tellement le final de cette partie est magnifique. Et on va voir que c'est une illustration un peu de son style, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la partie dont je vous parlais. On va passer à l'analyse de la partie de Marshall, qui est donc une partie illustre, hyper célèbre. Alors, on va d'abord juste revenir sur cette position-là dont je vous avais parlé, c'est celle du Gambit Marshall, qui est donc une ouverture hyper utilisée aujourd'hui. Et tout ça pour dire que c'est vraiment un joueur qui a vraiment, vraiment influencé les échecs contemporains, puisque à tel point qu'il y a plein de très forts joueurs avec les blancs qui ont du mal à trouver en fait un antidote à ce Gambit Marshall et qui essayent de l'éviter autant que possible. Mais dans la partie qu'on va regarder aujourd'hui, dans cette partie hyper célèbre, c'est une Française qui nous intéresse. Donc c'est cette position-là, la Française. Et on peut voir qu'on est il y a plus d'une centaine d'années, puisque les Noirs ont joué C5 ici. Et C5, c'est un coup, aujourd'hui, c'est des débutants ou des joueurs de club, des amateurs qui joueraient ce coup. Mais là, c'est Marshall qui a joué ça. C5, ça n'a pas très bonne réputation, parce que tout de suite, on peut se faire massacrer, on peut se faire isoler tous les pions de la terre ici, parce qu'après E prend D, et D prend C, il y a déjà un problème, il y a une double attaque sur D5, on va avoir une faiblesse qu'on va devoir gérer toute la partie, ça s'annonce pas très bien pour les Noirs. On préfère en général dans cette position-là
si on reprend la position de la française ici, jouer avec fou B4 par exemple ou cavalier F6 qui sont des coups plus naturels. Mais bon, C5, cavalier F3, cavalier C6, pion prend. Et on va se retrouver dans une position avec un pion isolé, ici, très rapidement. Et en fait, on peut voir que cette partie elle est datée même au-delà de la théorie de l'ouverture, puisque là, les blancs vont prendre une décision qui mérite d'être questionnée, on va dire, au moins, puisque les blancs ont été manger le fou en E6. Et manger le fou en E6, bah, c'est un choix, c'est engagé, on va dire, comme choix, puisque les blancs se défont du super cavalier qu'ils ont en D4, là, ici, pour aller manger la plus mauvaise pièce des noirs, qui est ce fou en E6, qui est un peu bizarre, qui est une espèce d'énorme plot, qui est entre le pion isolé D5 et le pion en F7, il est vraiment pas très beau ce fou. Et les blancs se jettent dessus tout de suite, ils vont manger ça, et ils permettent aux noirs de, en gros, rattacher les wagons, de faire ce qu'on appelle des pions pendants, avec le pion en E6 et le pion en D5. Et maintenant, le pion en D5, d'un coup, il apparaît comme quand même beaucoup moins faible que ce qu'il était auparavant. Et là, la position, elle est peut-être pas si claire. Ok, les blancs, ils ont la paire de fous, mais les noirs, ils ont un centre mobile, les blancs ont aucun pion au centre, et donc je dirais que la position, elle est pas si claire en fait. C'est dur de voir qui est mieux, c'est pas dit que les blancs aient fait une bonne opération. Fou G4, c'était ça l'idée des blancs, c'était d'aller attaquer tout de suite la nouvelle faiblesse en E6, et ça paraît hyper tentant, mais en fait c'est assez simple à défendre pour les noirs. Là les noirs se sont décloués tout de suite, ils ont joué Dame D6 qui protège en E6, et maintenant ils menacent peut-être de s'emparer du fou en G4. Et si les blancs perdent la paire de fous dans cette position-là, ils n'auront vraiment pas obtenu grand-chose de l'ouverture, et peut-être que toute leur stratégie qui tourne autour de ça va s'effondrer en fait assez rapidement, quoi. Fou H3 pour garder la pression sur E6, tour E8. Donc là, vous pouvez remarquer que Marshall, il sort toutes ses pièces vers le centre. C'est pas pour l'instant quelque chose de spectaculaire, c'est que des coups assez simples et assez naturels. Et là, ça va rentrer dans une phase un peu plus technique, on va dire, de la partie, puisque les blancs vont incrémenter la pression sur le pion arriéré en E6. Les noirs jouent fou B4 pour clouer le cavalier C3 sur la dame D2. Fou prend F6, tour prend F6, tour D1, et là, les blancs, ils essayent de presser avec ce vis-à-vis sur la dame. Là-dessus, pour les noirs, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de pression sur la colonne D et qu'ils ont intérêt à sortir en fait avec la dame de cet alignement qui peut se retourner contre eux très très vite. En fait. Et donc Marshall, il joue dame C5, ça remplit plusieurs objectifs. En fait. Ça sort la dame de la colonne D, ça cloue le cavalier en C3 qui prend la pression par le fou B4 et la dame C5, et ça cloue le pion F2, ça rajoute une pression sur F2. Et on commence à voir que peut-être que les blancs, ils ont mal compris quelque chose en fait dans ce qui est en train de se passer. Les blancs jouaient dame E2, pour créer une pression sur la colonne E vers la tour pas protégée. Donc le joueur avec les blancs, c'était un joueur assez malin qui se disait je vais jouer sur le clouage des pions pendants au milieu, c'est-à-dire le pion E6 ou le pion D5, essayer de créer une pression tout le temps avec les pièces non protégées derrière. Mais en fait, vous allez voir son calcul, c'est-à-dire que là, les noirs ont pris en C3 en gagnant un pion, et il s'était dit je vais jouer tour prend D5 et je vais récupérer mon pion de moins, et maintenant si on fait le bilan de la position, les noirs restent avec à nouveau un pion isolé en E6 qui est horrible, qui se fait taper dessus par le fou sniper en H3, par la dame en E2, et la structure de pion des noirs, elle a l'air horrible en fait quand on la regarde de prime abord. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que ça tient sur un calcul un peu bancal qui est ce vis-à-vis là. C'est-à-dire que si les noirs mangent la tour en D5, les blancs vont manger la tour en E8. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, très bien, mais en fait, les noirs peuvent jouer cavalier D4, attaquer la dame en E2, et là maintenant on commence à comprendre qu'il n'y a pas tant de bonnes cases que ça pour les blancs pour garder cet alignement et cette pression sur la colonne E. Si par exemple les blancs jouent dame E5 en se disant je vais garder la pression sur la tour E8 et le vis-à-vis et protéger ma tour, en fait il y a tout de suite un problème avec cavalier F3 qui fait échec et qui attaque la dame comme ça à la découverte. Et là il va y avoir un gros problème pour les blancs dans cette position-là. Si on revient, ici cavalier D4, dame H5, c'est le coup qui a été joué dans la partie, tour F8, tour E5, tour H6 attaque la dame, dame G5, puisque les blancs veulent garder un lien entre la dame G5 et la tour E5. Mais en fait, dans cette position-là, il y a un thème tactique magnifique que Marshall, évidemment, n'a pas loupé, puisque c'était son point fort. Il a joué tour prend H3. Alors évidemment, si les blancs prennent la tour, on voit cavalier F3, tout de suite, il y a un problème avec cette fourchette. Par contre, évidemment, la combinaison est plus complexe que ça. Sur tour prend H3, les blancs s'étaient dit je ne perds pas de matériel puisque j'ai le coup tour C5. Et moi-même, j'attaque la dame. Donc là, cette fois-ci, les deux dames vont se retrouver en prise. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que le thème de la fourchette en F3, il y a aussi la dame des noirs qui est en l'air en C3. Mais dans cette position-là, vous pouvez mettre la pause si vous voulez et chercher la solution. Il y a un des coups les plus magnifiques de l'histoire des échecs. Je vous recommande de mettre pause et d'essayer de le trouver.
puisque en fait, c'est une position qui est assez rigolote. C'est-à-dire que tout est en l'air, mais l'échiquier, il y a 7 tours en H3 qui est en prise. Il y a ce cavalier en plus pour les noirs qui menacent d'aller là, un peu partout. La dame en C3 est en prise, la tour est en prise, donc tout est en l'air en même temps. Et si les noirs ne jouent pas précisément, la tour en H3 et la dame, il y a une des deux pièces qui va tomber en fait. Et donc là, c'est important de ne pas rater le coche et de jouer le seul coup qui permet aux noirs de gagner instantanément la partie. Et c'est ce coup qui aurait valu à Marshall de recevoir des pièces d'or sur l'échiquier à la fin, d'après ce que dit la légende. Donc j'espère que vous avez mis la pause et que vous avez essayé de trouver ce coup. Le coup qui gagne dans la position, le seul coup qui gagne tout de suite, c'est le coup dame G3 qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on met la dame sur une case où elle est en prise 18 fois, mais pourtant la dame est absolument pas comestible et la partie est finie. Pourquoi? Parce que si les blancs prennent la dame comme ça avec le pion H, évidemment, cavalier E2 fait mat immédiatement, puisque ça a ouvert la colonne de la tour et ça empêche le roi d'aller se cacher. Si les blancs prennent la dame comme ça, il y a mat en quelques coups, comme ça. Et si les blancs prennent la dame comme ça, avec la dame, en fait, on va juste jouer cavalier échec, cavalier prend, et là, encore une fois, aucune des pièces noires est comestible. C'est assez marrant, cette position, à cause du mat en F1. Donc le roi revient, cavalier E2, roi revient, tour C3, et regardez tout l'avantage matériel des noirs, ils ont un cavalier net en plus, et ils vont évidemment gagner la finale, parce qu'à ce niveau-là, dès qu'on a une pièce d'avance, c'est évidemment même pas la peine de jouer. Donc cette partie-là, elle est évidemment très célèbre, elle est passée complètement dans la légende. Et ce coup dame G3, que je vous remets ici, ça illustre à fond le style et la créativité du joueur qui était Marshall. C'est vraiment un coup sublime que tous les joueurs d'échecs, je pense, rêveraient de jouer. Et j'espère que cette partie vous aura fait la même impression qu'à moi, parce que moi, depuis que je suis petit et que mon père m'a montré cette position-là, c'est quelque chose que j'aurais rêvé de jouer ça à l'époque. Et j'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour vos parties par la suite.